Donc voilà, à partir de maintenant, on s'enregistre. Et on a pas mal de mots qui commencent à apparaître. On attend encore 5 minutes, on avait dit 14h15, donc on va attendre on va laisser la possibilité à tout le monde de se connecter. Et n'hésitez pas, pour ceux qui le sont déjà, à compléter les petits mots et à laisser le nuage se former. Encore des gens qui arrivent. On avait une quarantaine de classes qui étaient inscrites. Alors après, dans la réalité, est-ce qu'on arrive à se connecter ou pas? C'est toujours un peu la question. C'est bon, Francine, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est tout bon. Hein. Ok, là, je vous entendais pas. Ok, alors, clap, c'est ça? Ouais, ça marche. J'ai arrêté de parler pendant un petit moment, mais. Et voilà. Par contre, on a Moi, perdu je me vois figé. Je ne sais pas si ça bouge. Non, ça va. Ça va pour le moment. Ok. Bon, moi, ma vidéo est figée sur l'écran. Ah. Tu vois le nuage de mots? Oui, je suis en train de me connecter à WooClap. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la nature, hein, de ce que je vois sur les animaux, les insectes, la forêt, les mygales, la nature, la biodiversité, la jungle, les scorpions. La flore. Il y a ce fameux terme des nourags, qu'on va expliquer un petit peu, ce lieu dans lequel on est allé avec Eric et dont Cyril va nous parler, et Clémentine aussi. Je regarde là. Moi, j'ai 14h13 à ma montre, on se donne encore un peu de temps pour laisser les gens se connecter. J'espère que tout le monde nous entend bien. Si jamais il y a des soucis, mettez-nous des petits messages dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui s'est connecté sous le nom de Martine. En fait, il faut cliquer sur le lien qui est tout en haut du chat et c'est là que vous rentrez les mots. Mais il y en a beaucoup. Je pense que Eric pourra l'exporter, ce nuage de mots, parce que c'est vrai que ça évoque plein de choses. Il y a des noms qui vous sont familiers, puis il y en a d'autres qui le sont peut-être moins, comme Nopé ou Inselberg. Il y a aussi plusieurs synonymes de forêt. J'ai vu forêt, j'ai vu jungle. Là, on a déjà aussi fait un petit article sur le blog où on parlait de ces différents termes qui désignent la forêt amazonienne. Amazonie.
Et alors, je regarde. Voilà, Eric, il est en plein en train Alors, c'est dans les conditions du direct pour Eric, qui est donc dans sa classe avec ses élèves et sa classe. Donc, je regarde. Est-ce qu'on commence, Eric, ou est-ce qu'on attend encore 1 ou 2 minutes? Alors, on l'entend pas, mais tu me donnes le feu vert et on est parti du coup. Alors, donc je redis bonjour à tout le monde. On est une vingtaine à être connectés avec des classes et des écoles qui sont situées un petit peu partout, majoritairement de métropole, mais un petit peu de Guyane aussi, en tout cas qui étaient inscrits. Là, je ne vois pas dans la liste des participants exactement d'où vous êtes les uns et les autres. Donc l'objectif du jour, là, on va vous présenter à la fois très rapidement le projet, et puis on a 2 invités que je vais vous présenter et qui vont nous parler de Guyane et des Nourags. Du coup, je vais passer en partage d'écran, vous mettre mes petites diapos à moi. Voilà. Je m'entends un peu avec de l'écho, j'espère que tout va bien. Je compte sur Eric pour me dire si jamais il y a un petit souci ou les uns et les autres. Donc en fait, voilà, très rapidement, moi je vais présenter très vite le projet parce qu'on va se focaliser sur les 2 invités. Ça, c'est une capture d'écran du site internet qui sert de portail pour les enseignants pour suivre le projet, avec différentes rubriques en haut. Voilà, je voulais vous dire en une diapo quel va être le programme de l'année. Donc, les mots-clés, c'est qu'on est parti, l'association Passager des Sciences, c'est-à-dire Eric et moi, on est parti en Guyane, sur la station de recherche CNRS des Nourags. Alors, pour se présenter, donc moi, je suis Francine, je suis biologiste, je suis même écologue. Dans une première vie, j'étais professeure de sciences de la vie et de la terre. Et donc, je m'occupe de tout le lien avec les classes de collège et lycée. Et d'ailleurs, on a vu qu'il y avait des classes de lycée ou de collège qui s'étaient inscrits à la visio. Si jamais il y a des questions spécifiques, moi je resterai connectée un peu à la fin de la visio pour répondre aux questions spécifiques d'enseignants. Je vais présenter Eric parce qu'il est dans sa classe. Eric, il est lui professeur des écoles et directeur de son école à Bar-sur-Loup, qui est à côté de Grasse, dans le sud de la France. Donc là, à cette heure-ci, il est comme vous avec ses élèves. Et en plus, le son ne nous a pas trop aidé, donc on n'arrive pas à l'entendre. Mais il est bien présent sur tout le projet. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui est disponible à travers le projet? C'est un projet qui va se dérouler sur toute l'année scolaire, 2025-2026, de maintenant, septembre, jusqu'en juin l'année prochaine. Sur le site internet que je vous ai montré très brièvement tout à l'heure, les enseignants, vous pouvez trouver toutes les ressources pédagogiques, des dossiers qui sont spécifiques et originaux et aussi adaptés au programme scolaire. Vous pouvez, à partir du travail que vous faites avec les élèves, vous allez pouvoir poser des questions sur le site dans un onglet qui s'appelle Forum. Et on a tout un tas de spécialistes qui sont là pour répondre à vos questions, puisqu'on est allé à la rencontre de scientifiques, de gens qui grimpent dans les arbres, comme Nicolas qui est à gauche de votre écran pour chercher des menthes, ou comme Elodie qui récolte des échantillons d'eau pour faire des analyses. Et tout un tas de gens, Cyril vous en parlera un petit peu plus. Donc on peut leur poser des questions. Et puisqu'on parle questions pour aujourd'hui, si vous avez d'ores et déjà des questions à propos de tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui, vous pouvez poser des questions dans le chat. Dans la deuxième partie, on essaiera d'y répondre. Et puis si on n'a pas le temps, on les garde précieusement et on y répondra au fur et à mesure.
Ensuite, le prochain rendez-vous qui va être important, c'est début novembre, juste après les vacances de la Toussaint. On va publier le journal de bord, c'est-à-dire qu'on va vous raconter notre séjour de 3 semaines en Guyane, comment on est allé sur la station d'Enorague, qui on a rencontré, quels animaux on a pu observer, tout ça, et on a pas mal d'aventures à vous raconter. Donc à partir du 3 novembre, chaque jour, on va poster ce qui s'est passé le premier jour du voyage, le deuxième jour, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à suivre sur le blog. Et à nouveau, ce sera ouvert à vos questions dans les commentaires avec grand plaisir. Et puis toutes ces rencontres qu'on a fait avec les gens qui travaillent sur la station de recherche, avec les scientifiques, avec les techniciens, on a fait plein de vidéos qu'on va partager à partir de fin novembre et que vous allez aussi retrouver sur le blog et la chaîne YouTube de l'association. Et je finis. Juste pour vous dire en 2 mots quand même où se situe la Guyane. Alors, s'il y a des classes guyanaises, vous devez déjà tout savoir. Mais en gros, voilà, la Guyane française, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est très très près de la ligne en pointillé qu'on voit qui est l'équateur, donc avec un climat tropical. C'est couvert principalement de forêts. Et si vous regardez la carte de droite, il y a une petite flèche orange. C'est la réserve naturelle des Nouragues. C'est là où on est allé, c'est là où se situe la station. Cyril et Clémentine vont nous en parler tout de suite. Donc, juste pour vous dire un tout petit mot des invités. Donc, Cyril, qui va parler en premier, qui est le responsable de la station de recherche des Nouragues. Il va nous dire en quoi ça consiste. Et Clémentine, qui travaille, elle, pour la réserve naturelle des Nouragues, sur des projets d'éducation à l'environnement, qui va nous parler aussi un petit peu de la réserve. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je reviens, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais passer la parole à Cyril. Voilà, Cyril, je t'ai mis présentateur. Tu peux essayer de remettre ton micro. J'espère que ça va fonctionner parce que tu es un tout petit peu figé. Je vois ton micro qui s'éclaire en vert, donc ça devrait aller. Ouais, si c'est bon, on t'entend. Après, bon, ma tête, on s'en fiche, mais au moins, c'est ce que tu m'entends. Est-ce qu'on voit la présentation? Alors, ok, donc on reste comme ça et je passe le petit film à la fin. Ouais, ça marche, super. Ok. Donc je vais aller vite. On a dit 5 minutes maxi de présentation, puis vous poserez des questions après. Alors je vais essayer de faire simple sur la présentation. Et je garde éventuellement des questions. On pourra s'appuyer sur le document si vous voulez poser des questions un peu plus précises. Donc, la station de recherche des Nouragues est située dans un parc, mais Clémentine pourra vous en parler. On est hébergé dans ce parc qui est à peu près de la taille de la Martinique, donc c'est immense. Et on est 2 petites stations de recherche qui sont perdues en plein milieu de la forêt, au bord de la rivière. Alors, de nouveau, la carte pour situer donc la Guyane, pour ceux qui ne connaissent pas. On est vraiment à côté de ce géant du Brésil qui fait presque un tiers de l'Amérique du Sud. Et on est environ à 30 minutes d'hélicoptère ou 5 heures de pirogue plus 2 heures pour rejoindre la ville de Regina. Donc ça fait 7 heures pour rejoindre la station de Pararé et une demi-heure pour rejoindre le camp Inselberg. Voilà, donc on y accède soit par hélicoptère, soit par pirogue. Juste quelques chiffres, mais c'est pour vous dire qu'on a environ 180 personnes qui viennent qui sont venues l'année dernière, pardon. Le parc existe depuis 1986, donc on va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Et voilà, donc il y a eu 16 projets de recherche différents l'année dernière. Voici le premier camp, Inselberg, qui est situé au pied de Inselberg. C'est une montagne, en fait, de granit. On la verra un peu plus tard. Donc la station est plutôt dans la forêt. Et ce qu'on voit à droite, c'est pour permettre à l'hélicoptère de se poser. Voilà la montagne, là, d'Inselberg, qui a très peu de végétation et est complètement particulière. Et ici, le camp Pararé, qui est situé, lui, au bord de la rivière, qu'on peut voir en bas à droite. Donc, il est un petit peu plus dégagé. Et là aussi, sur la droite, on voit l'endroit où l'hélicoptère peut se poser. On peut recevoir entre 20 et 25 personnes par camp environ. Donc là, le camp a été construit en 1997.
Alors, entre les deux camps, il y a 8 km de chemin de forêt qu'on appelle un layon. Et là, vous pouvez voir les différents milieux qu'on peut croiser. Je les détaille pas, on pourra revenir dessus. Et quelques espèces de petites bestioles plus ou moins sympathiques aussi qu'on peut croiser en forêt. Est-ce que tu peux dire un tout On a petit peu ce qu'on différentes voit là dans les, si tu reviens sur la diapo, Ouais, et en haut à nous gauche, dire un une peu les animaux qui grenouille sont avec ses présents? bébés. Voilà, c'est une grenouille d'Androbate en haut à gauche avec ses bébés qu'elle transporte sur le dos. Les bébés s'accrochent sur le dos du papa et il les transporte pour trouver un pré. Christiane. Bon, ensuite, c'est une plante. À droite, un caïman. En dessous, c'est un amblypyge et on le voit dans Harry Potter, pour ceux qui ont vu Harry Potter. À côté, un toucan. Encore à côté, un agouti. C'est un rongeur qui mange pas mal de fruits et qui est très utile dans la forêt pour disséminer les graines. Et tout à gauche, en bas à gauche, un singe attelle. Voilà. Ensuite, donc l'activité scientifique, mais je vais passer rapidement. C'est juste pour dire qu'on a différents projets de recherche qui étudient vraiment dans tous les domaines différents. Là, par exemple, on récolte des feuilles pour voir un petit peu l'état de la forêt, on va dire, pour faire court. Ensuite, c'est sur différentes parcelles, donc on voit les parcelles où on récupère les feuilles. On peut écouter aussi les sons de la forêt. Donc ça, c'est un projet avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ça nous permet, par exemple, de savoir qu'une petite grenouille là qui est en haut à gauche, elle chante à 22 heures le soir à peu près, et à certains moments de l'année. Donc en écoutant toute l'année, on peut savoir quels animaux sont présents et à quel moment de l'année, à quel moment ils se reproduisent. On utilise aussi des drones pour observer la forêt vue d'en haut, parce que nous, quand on est au sol, on voit pas grand-chose en fait. Tout passe en hauteur. Hein. Vous voyez, on ne voit même pas au pied des arbres. Et les arbres sont immenses en Guyane, ils peuvent faire jusqu'à 60 mètres de haut. Et on prélève aussi de l'eau, comme on a parlé tout à l'heure, Francine, c'est pour voir s'il y a des polluants dedans, en particulier le mercure, qui est un gros problème en Guyane. Là, je vais aller vite. Donc voilà, et on peut voir aussi les traces des poissons, parce qu'ils perdent du mucus, donc c'est ce qu'ils ont sur leur peau, en fait. Et on peut voir, en les récoltant, ce qu'il y a comme poisson dans la rivière, même si on les voit pas. Donc là, je vais passer vite sur la station, on va regarder le film surtout. Donc ça, c'est les différents travaux qu'on a pu faire. Et la différentes images, pareil, de personnes dans les arbres ou en bateau. Voilà, et les différents supports qui nous aident à vivre. Et je vais vous passer le film. Francine, tu me dis si c'est bon? Alors, je remets mon le mets micro. là, On a toujours ton écran de PowerPoint. Là, ça passe? Non, Tu vois le film là ou pas? non. T'as fermé Ok. ta fenêtre? Là, c'est mieux? Alors, il y a carrément ton partage d'écran qui s'est arrêté. Faut que tu le reprennes. Ok, super. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer le partage. Toujours les aléas des partages d'écran. Oui, c'est pas grave, on apprend. Ouais, Ça devrait être bon. voilà. Ça y est, ça apparaît là, c'est bon. Ça arrive. C'est bon? Ouais, Je lance? vas-y. Il est un tout petit peu saccadé, mais on voit quand même.
Ben voilà. C'est bon, c'est passé quand même. C'est à peu près passé, en tout cas chez moi ça passait à peu près. Est-ce qu'on pourra le rediffuser éventuellement si nous on le repartage quelque part? Il est en ligne ou éventuellement? On est en train de le mettre en ligne, mais je pourrais le repartager sans problème. Ok. Donc si jamais c'est passé un petit peu vite, on pourra le repasser et le repartager après la visio. Avant qu'on passe la parole à Clémentine, moi j'avais quand même une petite question. Là, normalement, à l'écran, vous voyez c'est le code barré, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a comme installation pour qu'on puisse vivre et fonctionner sur les stations de recherche? Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Bah déjà, on est autonome en énergie. Donc, on a des panneaux solaires, éventuellement des groupes électrogènes et une turbine, une micro-turbine hydroélectrique pour fournir de l'énergie pour être autonome en pleine forêt. On a Starlink, donc ce qui permet d'avoir Internet en station et de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et après, bah, la même chose que chez vous, c'est-à-dire qu'on a des congélateurs, des frigos, une machine à laver, donc on peut des toilettes, donc on peut et des douches, donc on peut vivre presque comme à la maison en station. La seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas de mur. Comme là, vous voyez, nos maisons, elles ressemblent à ça, donc c'est ce qu'on appelle des carbets. On a juste besoin d'un toit pour se protéger de la pluie, éventuellement du soleil, et on dort dans des hamacs, donc on dort pas dans des lits. Et on dort dans des hamacs qui sont suspendus, comme ça ressemble aux petites bananes là, que vous voyez en plein milieu. Et on se met à l'intérieur, c'est en coton, et on dort très très bien dedans. On met des moustiquaires juste pour se protéger des piqûres des insectes. Voilà en gros la différence. Et il fait très chaud et humide, bien sûr. Je t'entends plus, Francine. Si pour compléter aussi, on a un système de filtration d'eau pour éviter d'avoir de l'eau qui peut être contaminée. Donc on a des filtres ou alors on rajoute des pastilles pour filtrer l'eau pour qu'elle soit potable. Ok, il y a une question très pragmatique qui est en lien avec ce qu'on dit, donc je rebondis juste dessus. C'est une question d'élève de CP, c'est qu'est-ce qu'on mange? Ce que vous voulez en fait. Chacun fait à manger ce qu'il veut en station. Donc on fait un repas par jour tous ensemble le soir. Et autrement le midi, comme il y a des personnes qui vont dans la forêt, etc., bah, tout le monde se débrouille pour se faire à manger. Et j'ai vu une question, on n'a pas de crocodile, c'est des caïmans en Guyane. Et pourquoi il y a des fusées? Je regarde en même temps dans les questions, là, dans le chat. Mais l'école a apparemment parce que le son était mauvais. Je suis désolé. J'ai peut-être dû l'ARPEN ou quelque chose. Je réponds quand même à l'oral aux questions. Donc, il n'y a pas de crocodile, il y a des caïmans. Les crocodiles, ils sont pas dans cette région du monde. C'est en Amérique du Sud, les caïmans. Pourquoi il y a des fusées en Guyane? Bah, tout simplement parce qu'on est proche de l'équateur et Kourou permet de tirer sur plusieurs angles sans vers l'eau en fait, vers l'océan. Et donc ça permet d'envoyer assez facilement des fusées dans l'espace, plus que sur certains pas de tir ailleurs dans le monde. Et est-ce qu'il pleut beaucoup? Oui, mais pas tout le temps. On a deux saisons, on a une saison sèche et une saison des pluies, et il peut pleuvoir vraiment beaucoup. C'est plusieurs mètres d'eau par an. Bon, bah voilà, super. Et je reviens un tout petit peu à la nourriture, puis après on passe la parole à Clémentine et on reviendra aux questions à la fin. Donc c'est toujours sur
qu'est-ce qu'on mange, c'est comment on se procure la nourriture, comment la nourriture atteint la station. Eh ben, on la fait venir soit par pirogue, soit par hélicoptère, et après on la stocke. En général, on la congèle. Donc, soit on a aussi des touques, c'est des grands barils en plastique qui sont étanches, et on met les aliments à l'intérieur, par exemple des pâtes, du riz, ce qu'on veut. Et le reste, tout ce qui est par exemple du fromage, de la viande, du beurre, on les met au congélateur et on les sort au fur et à mesure. Est-ce qu'on a des bananes? Ben non, pas directement dans la nature. On les ramène depuis Cayenne. On ramène les fruits depuis Cayenne. À savoir qu'on est dans une réserve, donc on n'a pas à se servir des fruits qu'on peut voir. On les laisse aux animaux. On n'est pas censé intervenir. Donc nous, on ramène des fruits et des légumes qu'on laisse sur le camp, mais on les partage pas avec les animaux. On ne prend pas leur nourriture. Est-ce que les caïmans sont dangereux? Ben non, pas pour l'homme. C'est sûr que si on essaye de les attraper, ils ont des dents, ils vont se défendre. Mais si on les laisse là où ils sont, et on n'est pas censé manipuler les animaux dans la réserve, à part des scientifiques qui sont formés pour ça et qui ont les autorisations. Mais eux, ils ont les techniques et les gants nécessaires pour pas se faire croquer par les caïmans. Mais autrement, non, c'est pas du tout dangereux. Il n'y a pas d'animaux dangereux, vraiment. Les animaux les plus dangereux qu'on peut croiser, vous demanderez à Francine et Eric, c'est souvent des petites bêtes, c'est des moustiques, des fourmis, des choses comme ça qui sont pas très agréables et qui peuvent transmettre des maladies pour les moustiques. Mais autrement, pour le reste, ça se passe plutôt bien. Et est-ce que vous êtes déjà approché d'animaux de très près? Oui. Bah oui. Des grenouilles, beaucoup de choses, ouais, des oiseaux. Ils sont pas craintifs en réserve. On les chasse pas, donc ils ont pas peur de nous. Je propose qu'on on fait une petite pause. On vous laisse écrire vos questions dans le chat. On va laisser Clémentine nous présenter la réserve. Et puis, on revient à vos questions une fois qu'elle a fini de nous expliquer. Alors, je vais te passer la main, Clémentine, pour que tu puisses être présentatrice. Voilà, normalement, c'est bon pour toi. Tu as dû avoir la petite icône pour partager ton écran si tu souhaites. Oui, effectivement. Et on t'entend. Magique. Okay, super. Alors, je vais partager mon écran. Mettre ça là. Peut-être Cyril, tu peux... Ouais, voilà, super. Pour le micro, je coupe le... Écran complet, partagé. Est-ce que vous voyez l'écran PowerPoint, enfin le diapo? Est-ce que vous voyez le diapo ou pas du coup? Oui, oui. Ok, parfait. Donc là, si je lance, vous voyez, je vais tenter de mettre en plein écran. Vous allez me dire si vous voyez ou pas. Est-ce que là, vous voyez toujours? Oui, ok, super. Donc du coup, vous m'entendez bien également? Je suppose que oui, sinon Francine, tu me fais un petit audio si vous n'entendez pas bien. Donc je vais vous présenter la réserve des Nouragues. Et donc du coup, moi je suis Clémentine, je travaille en tant que chargée de projet d'éducation à l'environnement. Et donc je vais faire un petit focus à la fin sur les actions qui sont plutôt liées à la partie éducation à l'environnement de la réserve. Donc la réserve naturelle nationale des Nouragues, donc déjà qu'est-ce qu'une réserve naturelle? Une réserve naturelle, c'est un outil de protection. Donc, ça va être tout un espace naturel qui va être intégralement protégé. Et quand on dit protégé, c'est-à-dire qu'on va essayer de limiter au maximum l'impact de l'homme. Donc, par exemple, la chasse va être interdite, la cueillette va être interdite, comme l'a dit Cyril, par exemple. On ne va pas avoir le droit de pêcher, on ne va pas avoir le droit de couper des arbres en abondance. Voilà, on va essayer de laisser l'habitat au maximum le plus naturel possible pour pouvoir le préserver et du coup laisser la faune et la flore évoluer de manière naturelle. Donc en Guyane, on a plusieurs réserves naturelles, on en a 7 en tout, mais il faut savoir que celle où Francine et Eric sont allés, c'est la réserve naturelle des Nouragues, comme vous pouvez voir en vert à gauche, et c'est la plus grande réserve naturelle terrestre de France. Donc, elle fait 105 000 hectares. Donc, c'est énorme, c'est très, très, très grand. Ça fait la taille de la Martinique, à peu près.
Vous pouvez regarder avec vos enseignants après la visio sur une carte, imaginons la taille de la Martinique pour vous rendre compte de la grandeur de la réserve. Et donc, c'est la plus grande réserve terrestre de France. Je dis terrestre car on a une réserve terrestre et marine en France qui s'appelle les terres australes antarctiques françaises, qui est aussi beaucoup plus grande. Donc, nous, la réserve, en gros, à quoi elle va ressembler, les enfants, ça va être principalement de la forêt. Il faut imaginer que c'est la taille de la Martinique, mais c'est intégralement, enfin, c'est vraiment plein de forêts partout. Et dans cette forêt, on va également avoir quelques habitats qui vont être particuliers, que je vais vous présenter juste après. Donc, la réserve naturelle des Nouragues, elle a été créée en 1995, donc pour protéger 105 000 hectares, comme je vous ai dit. Et l'une des conditions de la création de la réserve, c'était de créer aussi un camp pour accueillir du public. Donc, ils ont dit, OK, on veut bien créer la réserve, mais en échange, on veut quand même que vous puissiez accueillir du public sur la réserve pour pouvoir faire de l'éducation à l'environnement. Donc, c'est de la sensibilisation. C'est emmener les gens dans la forêt pour leur faire découvrir les habitats naturels, la biodiversité, les animaux, les plantes, pour après pouvoir aussi mieux la connaître et mieux la protéger. Donc, au sein de cette réserve naturelle, comme l'a dit Cyril, on a une station de recherche scientifique qui, elle, n'est pas gérée forcément par la réserve, mais qui va être gérée par le CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Et cette station que Cyril vous a présentée, elle a été créée en 1986. Donc là, sur les petites photos, vous pouvez voir un Inselberg. Donc, Inselberg, c'est un mot allemand qui veut dire île-montagne. Donc, comme l'a dit Cyril, c'est une sorte de grosse montagne qui ressort de la forêt. Et en bas, bah, du coup, c'est un camp. Donc là, c'est le camp Pararé. Donc, juste pour vous remettre une petite carte. Donc, pour ceux qui sont en Guyane, les écoles qui sont en Guyane, vous allez à peu près reconnaître les différentes communes. On a Cayenne, Cacao, Regina. Donc, nous, pour aller sur la réserve, on part de Cayenne en voiture. On va jusqu'à Regina. Donc, on emprunte la route qui est en rouge. On arrive à Regina. Donc, c'est à peu près 2 heures de route. Et à Regina, vous voyez, il y a le fleuve qui s'appelle la Prouague que vous voyez en bleu. Donc là, on prend la pirogue pendant 4, 5 ou 6 heures en fonction du niveau de l'eau. Quand le niveau de l'eau il est très bas, la pirogue, elle prend plus de temps à passer. Donc, des fois, on peut mettre 6 à 7 heures de pirogue. Mais quand le niveau d'eau il est haut, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, on peut mettre 4 à 5 heures pour arriver sur la réserve. Et donc, quand on arrive sur la réserve, vous voyez la petite carte en orange juste à droite. Vous avez un premier camp qui s'appelle le camp Arataï. Je ne sais pas si vous le voyez sur vos écrans. C'est le camp qui est dans la petite zone en jaune, qui est la zone d'accueil de public. Et ce camp-là, il est vraiment dédié à l'accueil du public et il est géré par la réserve naturelle. Et donc, c'est le camp où on va emmener, par exemple, des enfants, des classes nature pour faire découvrir la réserve. Et après, la suite de l'encadré que vous avez à gauche avec les 2 camps en bleu, ça, c'est la station scientifique. C'est les 2 camps de la station, le camp Pararé et le camp Inselberg. La réserve, j'ai oublié de vous le dire, elle est gérée, donc elle va être gérée. Il y a 2 structures qui vont s'en occuper. C'est l'Office national des forêts et le GEPOG. Le GEPOG, c'est le groupe d'études et de protection des oiseaux de Guyane. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent à l'Office national des forêts et au GEPOG qui vont travailler sur la réserve. En tout, on est 5 personnes à travailler pour la réserve. Donc, il y a une conservatrice qui va être, du coup, salariée à l'Office national des forêts. La conservatrice, les enfants, il faut vous dire, c'est un peu comme la chef. C'est celle qui va un peu diriger les actions de la réserve, qui va piloter un peu toutes les actions. Ensuite, il y a 2 chargés de projet. Donc, il y a un chargé de projet scientifique qui s'appelle Guillaume, qui travaille au GEPOG cette fois-ci, et qui, lui, va plutôt s'occuper de mettre en place tous les suivis scientifiques de la réserve. Ensuite, il y a une chargée de projet d'éducation à l'environnement, donc là, c'est moi, qui suis aussi salariée GEPOG. Et après, on a 2 gardes techniciens. Et les gardes techniciens, c'est un peu des personnes qui savent faire plein de choses et qui vont nous aider sur toutes nos missions. Donc, par exemple, quand il va falloir venir débroussailler le camp quand on va accueillir du public, quand il va falloir faire du layonnage, donc c'est créer des petits chemins pour qu'on puisse passer, quand il va falloir aider sur des suivis scientifiques ou également aider sur l'accueil de public. Les gardes techniciens, ils font vraiment plein de choses. Donc, voilà, donc il faut bien retenir, on est 5 personnes. Donc, on n'est pas énormément, on est 5 personnes pour 105 000 hectares. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas partout sur la réserve. On essaye au maximum de survoler la réserve pour contrôler un peu l'état général de la réserve, mais on ne peut pas aller partout parce qu'elle est très, très grande.
Donc, la réserve naturelle, il y a 3 enjeux de conservation pour la nôtre que je vais vous présenter tout de suite. Donc, le premier, ça va être l'habitat forestier. Donc, l'habitat forestier, c'est la forêt. Donc, un enjeu de conservation, ça va être un habitat vers lequel on va mettre l'accent pour plus le protéger, plus le connaître et mieux l'appréhender par la suite. Donc là, la forêt, ça va être notre enjeu de conservation avec les habitants qu'elle va habiter, qu'elle va avoir. Donc, par exemple, là, je vous ai mis des petites photos. On va avoir les oiseaux. Donc, je vous ai mis un coq de roche. C'est un oiseau qui est tout orange. Le mâle est orange et la femelle, elle est plus marron. Mais le mâle, il est tout orange avec cette petite crête arrondie sur la tête. Au milieu, vous avez un quata. Donc, c'est un singe araignée. Et après, à droite, on a la petite dendrobate, donc les grenouilles. Ensuite, on va avoir également comme habitat, donc là, premier enjeu de conservation, l'habitat forestier. Le deuxième, on va avoir l'Inselberg, donc l'île montagne. Vous avez la photo juste à droite. Donc, c'est ce que nous a présenté aussi Cyril tout à l'heure et qui va avoir aussi des habitats particuliers. Et enfin, on n'a pas que de la forêt quand on est dans la réserve, on a également des cours d'eau. Je vous ai dit qu'on montait en pirogue, donc vous vous doutez bien qu'on peut circuler en pirogue sur la réserve. Pas partout, mais du moins, on a quand même beaucoup d'habitats aquatiques. Et donc, du coup, ça va être aussi un enjeu de conservation qu'on va essayer de protéger au maximum parce que ces habitats aquatiques, ils vont habiter beaucoup d'espèces également. Donc, par exemple, là, on a une magnifique loutre en haut à gauche sur la photo. Donc, ça, c'est des espèces qu'on peut voir quand on voyage en pirogue. Je vous ai mis un poisson, on peut avoir des caïmans, on peut avoir des oiseaux qui sont plutôt habitués de vivre sur ces cours d'eau. Donc, du coup, voilà. Donc, on a vraiment aussi un habitat très particulier avec l'habitat aquatique qui sont, du coup, liés à tous les cours d'eau de la réserve. Je vais quand même faire une petite diapo juste avant de vous présenter les missions plutôt d'éducation à l'environnement sur la grande menace qui nous pèse sur la réserve. Donc, effectivement, il y en a, les enfants, souvent, ils vont me dire, bah, alors, est-ce que vous avez des chasseurs? Est-ce que vous avez des braconniers, etc. Donc, oui, il peut avoir des chasseurs, il peut avoir des braconniers, mais ça reste minime parce que, comme vous l'avez vu, la réserve, elle est quand même difficile d'accès. On ne peut pas y aller comme ça. Enfin, c'est assez difficile d'y accéder. Déjà, il faut avoir une pirogue, il faut pouvoir y circuler. Et après, le reste, vous imaginez, c'est pas plein de petits sentiers partout dans la réserve. C'est la forêt dans son intégralité. Donc, c'est difficile de se frayer un chemin, de pouvoir y rentrer. Et puis, elle est très, très grande. Donc, forcément, on n'a pas non plus énormément de monde en tant que chasseur et braconnier à pouvoir y accéder. Par contre, on a une grande menace qui s'appelle l'orpaillage. Je crois que dans le blog et dans la chaîne YouTube, potentiellement dans les séquences que vous proposez, Francine et Eric, vous allez peut-être en parler. L'orpaillage, c'est la recherche de l'or, parce qu'il faut savoir qu'en Guyane, on a de l'or. Et du coup, c'est une grande menace pour la forêt, pour les sols, pour les cours d'eau. Et donc, forcément, si on abîme la forêt et si on abîme les cours d'eau, on va abîmer, on va avoir un impact sur les animaux qui vont vivre dans ces milieux-là. Donc, l'orpaillage, c'est une grande menace. Et donc là, je vous ai mis des petites photos. Par exemple, sur la photo en haut à gauche, vous allez pouvoir regarder, peut-être prendre plus le temps avec vos enseignants après. Mais vous avez à gauche une eau qui n'est pas orpaillée, donc qui est beaucoup plus limpide, fluide. Et après, une eau qui est orpaillée, donc qui est toute orange, qui est beaucoup plus trouble. Donc ça, c'est quand c'est orpaillé. Quand c'est orpaillé, l'eau, elle devient beaucoup plus trouble, beaucoup plus foncé, etc. Et donc, vous imaginez, les poissons qui vivent dans l'eau, bah, ils vont se retrouver complètement impactés par ce niveau d'eau. Donc, l'orpaillage, c'est une grande menace. En plus de ça, il y a des produits chimiques qui peuvent être utilisés pour faire ressortir l'or. Et donc, forcément, ça va aussi avoir un impact sur la santé des animaux. Donc, nous, pour lutter contre cet orpaillage-là, on va avoir plusieurs axes de travail qui vont être mis en place. Donc, Clémentine, oui. Et Francine, je peux te demander d'aller un tout petit peu plus, de passer peut-être un peu plus rapidement. Ok, pardon. On se laisse du temps pour les questions après. Ça marche. Je vais aller plus vite. De toute façon, j'ai presque terminé. Ok, génial. Donc, du coup, pour la partie, pour lutter contre l'orpaillage, on va avoir du coup tout un accès sur la surveillance de la réserve. Et donc, la surveillance, on va la faire en hélico pour avoir plus de visu sur la réserve. Et ensuite, les deux autres axes de mission, les missions scientifiques, comme je vous ai dit, et les missions d'éducation à l'environnement, comme je vous ai déjà parlé. Et donc, pour terminer, j'avais quelques exemples de missions liées à l'éducation à l'environnement que je voulais vous présenter. Donc, on va avoir des projets de classe nature sur le camp Arataï. Donc, c'est le camp que je vous ai présenté. Donc là, on va accueillir des classes
Donc là, on va essayer d'accueillir plutôt des classes de Regina et de Cacao pendant 4 jours. Et du coup, on va les accueillir sur le camp Arata et on va leur proposer des classes nature. Donc, on va faire l'école dehors. On va profiter des sentiers, profiter de la réserve, profiter de la forêt pour faire l'école. Ensuite, on va avoir aussi des axes sur des formations pour les enseignants. Donc, des formations qui s'appellent conservation et biodiversité au Nourag. Et donc là, l'objectif, c'est de pouvoir découvrir l'outil de réserve naturelle, les enjeux de la réserve et de pouvoir monter des projets avec les enseignants en fonction de la thématique du séjour. On va avoir aussi tout un accès de création d'outils pédagogiques et de médiation scientifique pour les écoles, pour les enfants, pour le grand public, etc. Et enfin, on va aussi avoir tout un volet, donc là, je vous ai juste mis quelques exemples, sur les aires terrestres éducatives. Donc l'école de Regina, vous allez savoir de quoi je parle. Mais en gros, la réserve naturelle, elle aide aussi dans la mise en place d'aires terrestres éducatives. Donc, une aire terrestre éducative, vous en avez peut-être aussi également en France métropole, mais c'est un petit terrain qui va être à côté de l'école qu'on va essayer de gérer par nous-mêmes, un peu comme une réserve naturelle, et de pouvoir mettre des actions en place de sensibilisation ou autre. J'ai terminé. Désolée si j'ai été un peu trop longue. Non, il n'y a pas de souci. C'était super intéressant. Mais comme ça, on se garde. Il y a quelques classes là, qui vont partir en récré, je pense, vers 15h. Donc, on va quand même prendre 5 minutes pour répondre à des questions. Cyril a déjà en partie répondu dans le chat, mais on va les reprendre pour tout le monde. Et en plus, bon, là, ça concerne les animaux, donc on va te les poser directement à toi, avec deux animaux auxquels on pense quand on pense forêt tropicale. Est-ce qu'il y a des jaguars et est-ce qu'il y a des mygales dans la réserve? Oui, il y a des jaguars et il y a des mygales sur la réserve. Alors, il faut savoir que le jaguar, c'est quand même difficile de le voir. C'est un animal qui est souvent autour de nous, mais qu'on voit difficilement, qui est très, très discret. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu le jaguar. Ça fait 4 ans et demi que je travaille pour la réserve. Mais par contre, la dernière classe nature qu'on a faite, il y a un groupe d'enfants qui est parti, qui sont tombés nez à nez avec un jaguar. Donc, ça peut arriver. Et Cyril complétait, je le dis, en disant qu'il y a aussi un système de pièges photo. Donc, c'est quoi des pièges photo et à quoi ça sert? Ah, Cyril, tu voulais répondre, c'est ça? Ouais, okay. Je te laisse expliquer, par exemple, ce que c'est. Ouais. Ok, donc un piège photo, ça va être une petite caméra qu'on va poser, imaginons qu'on va fixer autour d'un tronc d'arbre, et quand l'animal va passer devant, ça va le prendre en photo. Soit ça va le prendre en photo, soit des fois ça peut aussi le prendre en vidéo. Donc ça permet de, quand on n'est pas sur la réserve, de poser ces petits pièges photos, ces petites caméras un peu cachées partout, et quand l'animal va passer dedans, ça va prendre une photo, une petite vidéo. Donc on peut le laisser 1, 2, 3, 4 semaines, et au bout d'un certain temps, on vient récupérer le piège photo, et on va pouvoir regarder, on va enlever la petite carte SIM, on va pouvoir regarder qu'est-ce qui est passé devant le piège photo. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce que ça fait peur, les mygales? Ça fait peur, alors c'est gros, mais ça fait pas spécialement peur. C'est pas dangereux ni rien, tant qu'on s'amuse pas à l'attraper, à la prendre sur soi. Si on la laisse tranquille dans son habitat, elle va pas venir vous attaquer plus que ça, elle est assez tranquille. Mais c'est quand même impressionnant. La première fois qu'on voit une mygale, c'est vrai que c'est une très grosse araignée, donc c'est un petit peu impressionnant. Ouais, mais c'est joli. Si c'est Cyril ou Eric qui nous montre une image de mygale, il y a du partage d'écran qui se fait. Je contrôle pas tout, mais bon, de temps en temps, vous avez des images des animaux qui. C'est pas moi, non. Juste pour compléter ce que dit Clémentine, en général, les mygales, elles sont utiles parce que dans les maisons, elles mangent les blattes, les gros cafards. Et on aime moins les cafards que les mygales. Mais elles attaquent jamais l'homme, quoi. Celles qu'on connaît, elles attaquent pas l'homme. Il y a une autre variété qui est pas géniale, qui peut nous mordre. Mais les mygales, elles sont très grosses, donc effectivement, elles font peur. Mais ce qu'elles peuvent faire, c'est envoyer des poils. Elles ont des poils sur le corps. Elles peuvent envoyer des poils pour nous piquer, pour dire va-t'en, je veux pas jouer avec toi. C'est tout. Alors, moi, en général, on évite de. Pardon, on évite de manipuler les animaux, comme ça, on n'a pas de problème. Et donc, ça va aussi avec une autre question qui a été posée, c'est si on voit un animal qui est blessé, déjà, est-ce que ça arrive en forêt? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bon, déjà, ça arrive rarement. Moi, ça m'est rarement arrivé de tomber sur un animal blessé.
Mais du coup, on est en réserve naturelle, donc on ne va rien faire de particulier. C'est la nature. Peut-être que cet animal, il s'est retrouvé blessé pour être la proie d'un autre animal. Donc, on ne va rien faire. On va le laisser. Alors, si on est toujours... Il y a des petites questions sur l'aspect pratique. Donc, peut-être là aussi, on va redemander à Cyril. Il y a la question de pourquoi est-ce qu'on dort dans un hamac et pourquoi il n'y a pas de mur aux maisons. Alors, on dort dans des hamacs parce on peut pas faire venir des lits, et puis tout simplement parce qu'il peut y avoir des bestioles qui se mettent dans les lits, donc on évite. Et le hamac, c'est très pratique à rouler en boule et puis à transporter. Et pourquoi on le met au-dessus du sol? Parce que tout simplement, c'est plus simple que de se mettre par terre. On est juste à la bonne hauteur pour dormir, et ça évite aux bestioles. Il y a des scorpions qui sortent la nuit, des petites bestioles, des choses comme ça qui peuvent se balader. Et ça évite qu'ils puissent monter dans le hamac. Donc, et on met la moustiquaire pour éviter que les bestioles viennent à l'intérieur. C'est juste ça. On dort très très bien dans un hamac. Et la deuxième question d'Olivier, c'était, alors, une question d'Olivier, pourquoi on n'a pas de mur à nos maisons? Parce qu'on n'en a pas besoin. On se protège juste de la pluie et du soleil. Et comme il fait environ 30 degrés toute l'année en Guyane, on n'a pas froid. Ou en général, vous avez des murs pour chauffer à l'intérieur, pour garder la chaleur. Et nous, il fait très chaud, donc plus c'est aéré, mieux c'est. On a moins chaud. Et est-ce que ce sont toujours les mêmes scientifiques sur la base? Pas du tout. En général, ils viennent pendant une semaine, certains pendant plusieurs mois, et ils peuvent revenir plusieurs fois dans l'année ou plusieurs années différentes pour étudier la forêt principalement, et des petites bestioles qu'on peut rencontrer. Ça peut être des chercheurs qui étudient les caïmans, donc ils viennent quelques semaines par an, tous les ans, qui étudient les grenouilles, donc ils viennent plusieurs mois par an, tous les ans, depuis 20 ans. Pour ça. Voilà, c'est vraiment très divers. Et pour compléter peut-être sur ça, justement vous donner une idée des gens on a rencontrés avec Eric quand on a séjourné dans la station de recherche. On est resté une grosse semaine et on a vu là, Eric nous partage la première équipe qu'on a vue en rouge, c'est Nicolas, il s'appelle Nicolas Moulin. En fait, ils étaient là pour une mission, pour étudier les menthes, qui sont une catégorie particulière. Vous connaissez en métropole les menthes religieuses. En Guyane, il y a presque 80 espèces de menthes différentes et ils voulaient étudier, savoir quelles étaient les espèces présentes au Nourag. Et ils grimpent dans les arbres pour aller observer les insectes aussi dans les arbres. Donc c'était une sacrée expédition. Et ensuite, on était avec une équipe qui travaillait sur un phénomène très particulier qui s'appelle la fluorescence. Qui est le fait que les animaux ou les plantes deviennent lumineux si on leur met une lumière, en particulier des lumières ultraviolettes. Est-ce que les scientifiques viennent du monde entier? Je pense qu'on peut répondre oui, Cyril. Voilà, vous avez un scorpion qui est fluorescent, qui est partagé par Eric. Donc on voit, on met la lumière ultraviolette dessus la nuit. Et lui, il émet une lumière qui est bleue. Donc voilà, on était avec une équipe qui travaillait sur ce sujet. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, il va falloir suivre un petit peu le blog. Il y a aussi des dossiers pédagogiques qui sont sur ces sujets-là. Vous pouvez aller creuser un petit peu ces sujets. Il y a plein de questions qui sont tombées pendant ce temps-là. Il y en avait une qui était intéressante. On parle uniquement français en Guyane. Je ne sais pas si Clémentine ou Cyril, vous voulez... Clémentine, peut-être tu peux nous donner des éléments là-dessus? Non, on ne parle pas uniquement français en Guyane. Il y a énormément de communautés différentes. Donc, on va parler... il y a la communauté créole, on va pouvoir parler français, on peut parler brésilien, on peut parler surinamais. Et après, il y a beaucoup de communautés amérindiennes également. Donc, ils ont leur propre langue amérindienne. Donc, non, on ne parle pas du tout que français en Guyane, loin de là. Oui, ça c'est quelque chose qui est intéressant et aussi remarquable parce qu'on parle souvent de la dimension, de la géographie, du climat, des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité humaine, culturelle et donc de langue qui existe en Guyane, qui est vraiment un sujet très intéressant.
Donc là, si vous avez des questions spécifiques sur Clémentine, elle a expliqué rapidement les différents types de populations et donc les langues qui sont parlées. Si vous avez des questions plus précises là-dessus, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à les poser. Et puis on fera des petits posts de blog pour parler un petit peu de ce sujet-là aussi. Et voilà, et donc pour le décalage horaire, c'est pas difficile, c'est 5 heures en ce moment. Donc voilà, il est 10 heures pour Clémentine et Cyril. Oui, il y a un sujet très important. Est-ce qu'il y a des toilettes dans la station de recherche? Bah oui, forcément. Il faut gérer ce qu'on produit comme déchets humains. Donc, il y a tous les équipements qu'on peut imaginer. Cyril, tu veux compléter? Ouais. Oui, je vais compléter, pardon. C'est vrai qu'il n'y en avait pas pendant un moment et ça a été construit il y a assez peu de temps, on va dire. Et sur Inselberg, on a des toilettes avec de l'eau parce qu'on a plus facilement de l'eau, on a une source et on stocke de l'eau pour ça. Donc on a une petite douchette et on vient se nettoyer. Et sur Pararé, c'est des toilettes sèches. Donc ça, on fait venir de la sciure de bois et puis comme ça, on laisse faire un compost. On le laisse pendant 6 mois environ et après, c'est complètement digéré par les petites bêtes et on peut, c'est complètement inoffensif, on peut le mettre au pied des arbres, ça fait de l'engrais. Mais oui, on a des toilettes dans la forêt. Je crois que on s'était dit 45 minutes, 50 minutes, on est à peu près au bout. Selon le rythme des classes, il y en a qui vont passer en récré, on va pas leur manger trop de leur récréation. On va normalement avec l'enregistrement, on va récupérer toutes vos questions. On va vérifier s'il y en a auxquelles on n'aurait pas répondu. Comme ça, on peut compléter. Et puis, oubliez pas que vraiment, enfin, je le dis, je le répète, n'hésitez pas sur le site, que ce soit sur le blog, sur le forum, vous mettez les questions. Si c'est des questions simples, Eric et moi, on y répondra. Si c'est des questions plus compliquées, ben, on sollicitera des gens comme Clémentine, Cyril ou d'autres scientifiques pour y répondre. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de suivre. Là, il y a encore des questions qui arrivent et c'est des questions super intéressantes. Mais je vous propose qu'on s'arrête là pour la visio. On fait un petit coucou à Eric là, qui passe. Et notamment, je vois qu'il y a plusieurs questions sur les risques et les dangers en forêt. Et de toute façon, moi, j'avais prévu de vous faire un petit post de blog spécial. Quels sont les principaux dangers en forêt? Est-ce que c'est les animaux? Est-ce que c'est le risque de se perdre ou d'autres? Donc voilà. On va remercier très fort Clémentine et Cyril pour leur participation. Merci beaucoup de votre implication dans le projet et puis aussi de l'accueil quand on était au NORAG. C'était super. Et puis voilà, on se tient au courant pendant toute la durée de l'année. Merci aux classes qui suivent aussi. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup à Eric et Francine. Au revoir. Merci Cyril, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.